Comme la salle est pleine, je propose qu'on commence à l'heure. Non, en général, on attend un peu pour que la salle se remplisse, mais là, c'est pas le cas, donc c'est parfait. Merci d'être présent donc à ce débat qui concerne alors pas seulement d'ailleurs. Enfin, bon, il faut trouver des termes. Donc, il y a la question de la légalisation, l'encadrement et la consommation de cannabis, mais on va débattre un peu plus largement de tout ce qui a trait à la question des stupéfiants et du trafic des stupéfiants. À la tribune, c'était l'objectif, même si dans les mesures stricto sensus du programme présidentiel, pour le coup, c'est la question de la légalisation et l'encadrement de la consommation de cannabis qui est avancée, mais il y a d'autres thèmes et d'autres qui évidemment sont nécessaires de discuter. Alors, avec moi, à côté de moi, il y a Marie Jouffret-Roustide, qui est sociologue, chercheuse à l'INSERM. À côté, Eric Hamgan, qui est un ancien détenu pour trafic de drogue et qui aujourd'hui est éditeur podcast, notamment sur cette question, et qui fait partie des voix qui comptent sur le sujet, ne serait-ce que parce qu'il a une certaine expérience du thème. Marie Debrus, qui est à côté de moi, qui est référente réduction des risques à Médecins du Monde, et puis Ariel Halimi, avocat, qui n'est pas du tout spécialiste de la question, mais qui justement va donner un éclairage à partir de la question plutôt du droit, de la justice, enfin, en conclusion. Bon, Éric Coquerel, donc député France Insoumise, où je vais introduire la discussion. J'ai commis une proposition de loi cette année de lutte contre le commerce illégal de drogue. D'ailleurs, vous pourrez en trouver des exemplaires pour ceux qui seront intéressés qu'on a mis là. Et c'était une des raisons pour lesquelles je souhaitais que ce sujet soit abordé au niveau de ces amphis. Alors, je le dis tout de suite, et ça va faire partie de la discussion et des choses intéressantes, c'est que c'est une proposition de loi que j'ai voulu transpartisane, c'est-à-dire qu'on trouve des députés de quasiment tous les partis qui se sont associés à cette proposition de loi, parce que, pourquoi? C'est que, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous vous intéressez à la question, votre positionnement évolue toujours vers la même optique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à l'Assemblée notamment avec, en même temps qu'on faisait cette proposition de loi, une mission sur la question du cannabis qui était avec pas mal de députés marcheurs, y compris à droite, etc., avec des gens qui n'étaient pas forcément pour la légalisation. Mais dès lors que vous abordez le sujet, dès lors que vous faites des auditions, j'en ai fait pour la proposition de loi, notamment les personnes qui sont ici à table, eh bien, au bout d'un moment, la question de la légalisation de la consommation, de la dépénalisation de la consommation du cannabis devient évidente. Voilà, et ce qui explique ce caractère transpartisan qui me fait dire que si ce n'est pas par cette proposition de loi cette fois-ci, mais je pense que le fait qu'à un moment donné ça soit adopté à l'Assemblée, ça va se compter maintenant en échelle d'années et pas plus, quoi. Je pense qu'on est sur le même genre de sujet de société que le fait de droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire que ça prend un tel niveau de transpartisan que ça veut dire que ça répond en réalité à une logique nécessaire. Donc c'est cette proposition de loi à partir de laquelle je souhaitais débattre. Alors ça tombe bien que ce débat ait lieu aujourd'hui parce que Darmanin a encore fait des siennes. Vous savez qu'il y a eu des règlements de compte qui ont eu lieu à Marseille il y a peu de temps et que sa réaction, je cite, a été d'expliquer le plus sérieusement du monde que légaliser le cannabis, il l'explique, soyons sérieux. Pensez-vous que le voyou qui gagne 100 000 euros par jour veuille monter une petite échoppe et payer ses cotisations? Bon, c'est vrai que les gens dont le gouvernement défend les intérêts, qui grâce à lui ont vu leur patrimoine exploser, souvent ne payent pas de cotisation et veulent faire de l'exil fiscal. Peut-être qu'ils pensent que c'est le modèle de société qu'il présente pour tout le monde. Et il ajoute que la drogue est un poison qui sème la mort et la violence. Vouloir légitimer le cannabis est une défaite morale. Bon, moi, quand j'ai lu ça, très franchement, j'étais quand même... c'est qu'un ministre de l'Intérieur aujourd'hui ait ce genre de déclaration à la fois fausse dans le côté factuel, mais en même temps tournant le dos complètement justement au bilan absolument catastrophique des politiques de tout-répression qui sévissent en France depuis 30 ans avec des politiques. Et je veux dire, quelque part, il y a inévitablement une colère, parce que derrière ça, il y a évidemment des politiques. Il y a une colère parce que vous propagez des idées fausses. Alors, manifestement, les Français, une fois de plus, sont beaucoup plus intelligents que ceux qui leur dirigent, puisque vous avez vu qu'un sondage est sorti
qui approuve à 57% la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État, et qui plus encore, un autre sondage, là ça c'est le sondage qui a été fait sur le programme France Insoumise, mais il y a un autre sondage récent qui expliquait que 2/3 des Français estimaient que la politique de répression appliquée aujourd'hui n'était pas la solution par rapport à la question des stupéfiants, du cannabis et des autres drogues. Donc, fort heureusement, manifestement, ce que dit Darmanin n'est pas majoritaire dans le pays. Et là où il y a quelque chose qui est insupportable, c'est que justement le problème, c'est que la politique appliquée en France depuis maintenant des années fait que la drogue tue encore plus qu'elle ne devrait tuer quelque part. C'est-à-dire que plus la répression s'accroît, et la répression est forte. Peut-être que Arié, tu as pu chercher un peu des informations, mais il faut savoir qu'on va aujourd'hui en prison encore en France pour consommation de stupéfiants. Moi, j'ai été très étonné dans les auditions qu'on a fait de voir qu'au Baumettes, la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, 35% des gens qui étaient en prison au Baumettes étaient liés à la question du trafic de drogue et la moitié à la question de la consommation. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas une répression forte qui existe dans ce pays, mais le paradoxe, c'est que plus la répression augmente, plus la consommation de stupéfiants augmente, notamment de cannabis, puisque nous sommes champions d'Europe de la consommation du cannabis. On est passé en 30 ans de 4 à 11% de consommateurs réguliers, que c'est un cannabis de plus en plus dangereux en termes de taux de THC, et troisième chose, que le trafic lui-même fait de plus en plus de morts dans les règlements de compte, etc. Et d'ailleurs, moi tout à l'heure, un journaliste m'a dit vous aimez bien les questions sociétales. Je lui dis non, j'apporte pas la question du trafic de drogue d'un point de vue sociétal. C'est pas une question pour moi, très franchement, c'est pas le fait ou pas. Ça pourrait être un débat d'ailleurs, hein, quel positionnement on a vis-à-vis de produits stupéfiants dits illégaux, qui portent d'ailleurs le débat aussi sur les produits stupéfiants dits légaux et qui incitent à la comparaison. Moi, si j'aborde cette question, c'est que je suis député d'une circonscription qui est bouffée par le trafic de drogue. Saint-Ouen, Saint-Denis, la Plaine Saint-Denis, c'est-à-dire que effectivement le trafic de drogue dans cette circonscription ou dans d'autres tue. Elle tue socialement à petit feu les gens des quartiers qui subissent une privatisation de leur quartier par le trafic. C'est les premières victimes. Pas physique, mais je vous assure que leur vie est insupportable parce que ils ont leur cage d'escalier qui est privatisée par un commerce, etc., tel qu'on l'imagine. Elle tue, il faut le dire. Alors soit réellement, concrètement, soit à petit feu, tous ceux qui sont dans le trafic. Et pour répondre à Darmanin, laissez imaginer que les gens qui vivent du trafic de drogue, c'est 100 000 euros par jour. Je ne suis même pas sûr, pour vous dire, je ne suis même pas sûr que les têtes de réseau soient à 100 000 euros par jour, peut-être. Mais dans ces cas-là, ça n'a rien à voir avec les 240 000 personnes qui, dans ce pays, il y a un auteur d'un bouquin sur le H qui a expliqué que c'était bizarrement le plus gros employeur privé dans ce pays. Il y a 240 000 personnes dans ce pays qui vivent du trafic de drogue. Et la plupart, c'est des petites mains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Macron, vaut mieux Uber que dealer. En gros, il disait, mais c'est des petites mains qui en réalité subissent les deux conséquences. Ils sont des travailleurs ubérisés, ils travaillent 10 heures par jour, week-end compris, le moins qu'on puisse dire avec un statut précaire, mais en plus, ils ont les problématiques du petit dealer, c'est-à-dire, on en parlera, mais souvent de passer par la case prison, en tout cas, et voir à certains moments, puisque moi, dans ma circonscription, ce qui m'a fait réagir, c'est qu'il y a eu 4 morts en quelques semaines après le confinement, qui a été une période de mise en tension sur le trafic. Donc, la drogue tue et puis la drogue tue les consommateurs pour les raisons que j'ai dites. Bon. Donc, à partir de là, quand une politique fait autant d'échecs, il faut réagir. Donc c'est ce qu'on a proposé. Je vais être pas long parce qu'on va y revenir. En gros, c'est quoi cette proposition-là? Elle dit 3 choses. Elle dit il faut une politique d'abord de prévention dans ce pays sur la question de la réduction des risques, du contrôle des usages. Par rapport à une politique qui a fait son échec, c'est que pour l'instant, grossièrement, d'abord, elle n'est pas systématique dans les écoles, contrairement à certains autres pays qui la font de manière systématique en termes de prévention, et puis elle se résume un peu trop à la drogue, c'est mauvais, ça tue. Bon, d'accord. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu comme la question de la cigarette ou de l'alcool. Vous pouvez toujours, à un moment donné, expliquer ce genre de choses. Ça n'arme pas les gens sur les dangers de la consommation et surtout les dangers d'un usage intensif, etc. C'est-à-dire que ça a un tel niveau moral de jugement que ça n'aide pas, en réalité, j'allais dire, un contrôle
de ce qui devrait être, c'est-à-dire de cette politique. Donc une politique, donc de proposition de loi systématique. Deuxième chose, le fait de considérer évidemment que le trafic de drogue, c'est aussi une question sociale. C'est pas un hasard que ça soit lié à la question du décrochage scolaire, à la question du chômage dans les quartiers. C'est pas un hasard que ça soit dans les quartiers où ce genre de développement économique, c'est 4 milliards d'euros par an, on pense, hein, se situe. Donc il y a la question sociale à régler. Et donc nous proposons, alors ça n'a pas été dit en tant que tel dans la loi, mais moi j'ai fait un voyage au Portugal qui m'a maintenant persuadé de ça, c'est qu'il y ait des coordinations locales qui travaillent sous le contrôle d'une institution liée au ministère de la Santé, non pas de l'Intérieur. Au Portugal, ils font ça avec la CICAD, on pourrait faire ça en France, et qui permettent que tous les acteurs du système, que ça soit en termes de prévention, de sécurité, social, des territoires, des élus, etc., se réunissent de façon à travailler localement sur ce sujet. Donc tout un peu question de prévention. Deuxième pan, effectivement, la dépénalisation et le contrôle et la vente du cannabis sous contrôle de l'État. Non pas de monopole, mais sous contrôle de l'État, c'est-à-dire avec l'idée que l'État fixe le taux de THC, fixe les prix, donne des licences à la fois pour la production et à la fois pour la vente, donc contrôle très clairement la vente du cannabis, et avec une préoccupation qui est assez originale dans la loi, c'est que nous assumons le fait de dire que quand vous avez 240 000 personnes qui en vivent, vous ne pouvez pas rayer d'un trait comme ça l'activité économique de ces personnes, et que donc il y a nécessité très certainement de réinsérer non pas ceux qui gagnent 100 000 euros par jour, c'est pas ça la question, mais les petites mains de la drogue, etc., de proposer une politique de réinsertion dans des filières de formation, parce que cet argent, même s'il ne fait que transiter souvent dans les quartiers, mais c'est quand même de l'argent qui y est, et qu'il faut réfléchir à quelque chose qui ne serait pas une gentrification du commerce illégal de la drogue. Donc voilà, ça c'est le deuxième pan des propositions. Nous le disons, et ça va faire partie du débat, je pense, nous demandons qu'il y ait un rapport, parce que je pense que là, pour le coup, moi j'espérais que cette PPL puisse passer assez rapidement, et là peut-être que les esprits sont pas suffisamment mûrs au niveau parlementaire, mais moi l'expérience m'a convaincu maintenant, et ça sera peut-être un débat de la question de la dépénalisation de tous les stupéfiants, sur le modèle portugais, on en reviendra là-dessus, et on expliquera peut-être pourquoi, vu les résultats qui sont les leurs. Dépénalisation ne veut pas dire légalisation, mais de dépénalisation, je dis bien de la consommation. Donc ça, c'est un thème de débat. Et troisième point, il faut savoir que, et je terminerai là-dessus, le trafic de drogue, on pense que c'est à peu près 1 million d'heures de travail des policiers en France. Bon, nous on a interrogé un syndicaliste policier SGPFO, donc on peut pas dire que ça soit la branche la plus radicale à gauche de la police, bien que vu les syndicats policiers c'est pas non plus les pires. Mais lui me disait, on n'est pas pour la légalisation. Maintenant, il admettait que ils avaient l'impression de vider un océan avec une cuillère, parce qu'en réalité, moi je le vis dans ma Circo, on envoie des policiers à un moment donné. Et puis les policiers ont le dos tourné et ça recommence de plus belle, parce qu'il y a une telle nécessité économique, j'allais dire entre guillemets, nécessité, je veux dire intérêt économique du trafic, que ça recommence. Donc le fait de légaliser permettrait très certainement de baisser la tension sur une partie du commerce licite. Au Canada, c'est environ en 2 ans 60% du commerce qui est devenu licite, donc on voit que ça baisse, et permettrait justement à partir de là de permettre de donner des moyens à une police judiciaire, des OPJ, à des policiers spécialisés dans le trafic, aux douaniers, de façon à lutter le plus efficacement possible sur la question du trafic en tant que tel. Justement, c'est aussi un des objectifs, et de revenir à une police de proximité qui nous semblerait nécessaire. Voilà, c'est ce qui est dans cette proposition de loi qui sert un petit peu d'introduction. Donc pour continuer le débat, je vais passer la parole en premier à Eric pour que tu nous racontes à la fois ton expérience et ce que tu en tires maintenant comme conclusion sur cette question. Merci. Allô. Oui, bonjour à tous. Merci Eric pour ton introduction. Donc oui, comme le disait Eric, moi c'est Eric également à Mégan, et donc je suis militant en faveur d'une réforme de notre politique des drogues. C'est un positionnement que j'ai adopté donc suite à un parcours de vie qui m'a amené à passer 3 ans en prison. Donc j'ai commencé à consommer du cannabis à l'âge de 14 ans, ce qui est très tôt, ce
qui est trop tôt même, et j'en ai vendu de manière assez ponctuelle quand j'étais au lycée, un peu plus tard. J'ai toujours été parfaitement inséré socialement, j'ai travaillé que ce soit dans la publicité ou avec des groupes de musique, j'ai fait de la manutention, enfin bref, j'ai toujours été encore une fois parfaitement inséré socialement, mais je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne travaillais pas, je rencontrais énormément de monde et j'avais la possibilité d'avoir du cannabis pas trop cher, et donc la vente d'herbe est devenue mon activité principale. Je générais en revenus autour de 2000-2500 euros par mois, donc je vivais véritablement de cette activité sans pour autant être dans une démarche d'enrichissement personnel. J'ai pas toujours abordé cette activité avec le sérieux, avec les précautions qu'elle mérite, et donc ça m'a amené à me faire interpeller à plusieurs reprises par la police. La dernière fois que je me suis fait interpeller, c'était le 12 novembre 2015, et donc le 16 novembre 2015 au soir, je passais donc ma première nuit dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc, j'ai passé effectivement 3 ans en prison, 6 mois à Fleury-Mérogis et ensuite 2 ans et demi à Châteaudun. Et donc, cette incarcération a été le début pour moi d'une réflexion sur les conséquences de mes actions et sur effectivement la pertinence de notre politique au niveau des drogues. Donc, j'ai commencé à écrire pendant ma détention. J'ai la chance de savoir un petit peu écrire, donc c'est ce que j'ai commencé à faire pendant ma détention. J'ai fait publier un témoignage sur Combini, et donc en sortant de prison, j'ai commencé à rencontrer un certain nombre d'organismes divers et variés qui travaillent sur la question de la législation sur les stupéfiants, mais aussi sur la réduction des risques, enfin sur différents aspects en fait, donc qui sont liés à cette question des stupéfiants. Pour prolonger mon investissement militant, j'ai créé donc effectivement en avril dernier un podcast qui s'appelle 420 confinés, et dans lequel j'ai notamment reçu Eric, et avec lequel on a pu effectivement évoquer donc sa proposition de loi. Moi aujourd'hui, mon positionnement, il est un peu comme celui d'Éric. Hein. De toute façon, comme il le dit, à partir du moment où on s'intéresse véritablement aux questions, qu'on voit ce qui se fait ailleurs, on arrive sensiblement aux mêmes conclusions. Et pour dire les choses simplement, je pense qu'il faut effectivement légaliser le cannabis et envisager une dépénalisation de la consommation des autres drogues. C'est quelque chose qui a fait pleinement ses preuves au Portugal. On s'attardera peut-être un peu plus après là-dessus, mais aujourd'hui, oui, il y a véritablement un changement à faire sur l'ensemble en fait des drogues. Moi, ce que je trouve assez pertinent, en fait, je vous ai ramené une petite citation qui, pour moi, illustre pas mal l'absurdité, si je puis dire, de la législation sur les stupéfiants et de la prohibition. C'est une citation qui est tirée d'un livre de Loïc Vacan, d'un livre qui s'appelle « Punir les pauvres, le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale ». Alors, le raisonnement de gros bon sens, selon lequel l'inflation carcérale se traduirait nécessairement par une réduction mécanique de la criminalité du fait de son effet de neutralisation des condamnés mis hors d'état de nuire, se révèle spécieux à l'analyse. Car, dès lors qu'il s'applique à la délinquance d'opportunité, l'enfermement à tout va revient à recruter de nouveaux délinquants par effet de substitution. Ainsi, un petit trafiquant de drogue placé en détention est immédiatement remplacé par un autre, pour autant que subsiste une demande solvable pour sa marchandise et que les espérances de profit économique en valent la chandelle. Et si ce successeur est un novice sans réputation sur la place, il sera plus enclin à la violence pour s'établir et sécuriser son commerce, ce qui se traduira globalement par un surcroît d'illégalisme. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je trouve que ce petit bout de texte explique parfaitement comment finalement les 30 dernières années et notre politique prohibitionniste ont alimenté en fait notre délinquance. On a aujourd'hui adopté, enfin on a dans notre personnel politique des gens qui ont adopté l'idée de parler d'ensauvagement comme d'un phénomène de combustion spontanée. Il y a des facteurs multiples à l'augmentation de la violence, mais aujourd'hui, on peut aussi effectivement se rendre compte que notre politique prohibitionniste, par le turnover qu'elle crée chez les dealers et les passages par la prison depuis des décennies, finalement, ont également alimenté cet ensauvagement et cette violence dans la société. Donc je pense que c'est des points qui sont vraiment très importants et qu'il faut que chacun ait en tête. Il ne s'agit pas effectivement de dédouaner les gens de leurs responsabilités individuelles, mais il s'agit aussi de réfléchir au cadre dans lequel ces actions s'inscrivent et l'importance de ce cadre. Voilà.
Merci. Oui, j'ai pas dit la manière dont on va faire le débat. On va faire des introductions courtes, c'est ce qu'on a choisi, et comme ça, on va faire des allers-retours avec vous, où les invités et moi-même pourront réagir et on aura des conclusions. Mais c'est une façon d'être un peu plus interactif avec les questions qui se posent. Marie Debrus, donc qui, je l'ai dit, était référente réduction des risques à Médecins du Monde, et qui va nous parler plus précisément justement de la question de la santé et du rôle des stupéfiants et de la question de la politique aujourd'hui vis-à-vis de ça. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation à venir débattre sur cette question d'importance. Pour juste rappeler très très rapidement effectivement que Médecins du Monde, on intervient sur les questions d'usage de drogue depuis 40 ans. Donc on a beaucoup de recul. On a participé à l'institutionnalisation des dispositifs de réduction des risques qui sont aujourd'hui donc financés par la sécurité sociale, qui sont des établissements médico-sociaux. Et la politique de réduction des risques est inscrite dans la loi de santé publique. Je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'elle a été remise en cause par certains politiques, alors que ça a vraiment montré son efficacité en termes de santé publique. Aujourd'hui, Médecins du Monde, donc on fait partie aussi d'un collectif interassociatif pour une nouvelle politique des drogues, aux côtés du syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, syndicat des avocats de France, la Fédération Addiction. Donc on est une vingtaine d'organisations. Je pense que c'est aussi important de vous en faire part, parce qu'on mène ce portage politique finalement à plusieurs voix, avec des profils extrêmement variés et sur lesquels on a un consensus très fort. On peut avoir des accords, mais en tout cas sur l'importance d'avoir une politique de drogue qui soit vraiment centrée sur la santé des personnes, que ça soit celle qui consomment, mais aussi de la société en général. Nous, ce qu'on peut dire rapidement en termes d'ancrage terrain, puisque c'est de là d'où on parle, c'est que l'illégalité de l'usage de drogue génère pour les consommateurs et les consommatrices des risques spécifiques, que ce soit au niveau sanitaire, juridique et social. La pénalisation de l'usage renforce aussi la stigmatisation des personnes qui consomment. Ça, c'est un impact qui est souvent très sous-estimé, ce qui fait que les personnes, notamment les plus en difficulté avec l'usage, alors la majorité des personnes qui consomment des drogues, quelles qu'elles soient, n'ont pas d'usage problématique. Et je prendrai également l'exemple de l'alcool. La plupart des personnes qui consomment des drogues n'ont pas un usage problématique d'alcool, n'ont pas un usage problématique. C'est la même chose pour les autres drogues. Donc après, il y a des variations en fonction des produits qui sont effectivement qui ont leur propre dangerosité. C'est une réalité. Mais voilà. Et du coup, les personnes qui sont les plus en difficulté peuvent avoir des réticences et ne pas solliciter des services de santé, parce qu'en fait, au départ, c'est une pratique aujourd'hui interdite. Donc, il n'y a pas intérêt à en parler et c'est stigmatisé. Et on va considérer les personnes qui consomment comme des bons à rien ou autres. Donc ça a un impact extrêmement important sur la santé des personnes. Et puis ça oblige évidemment la prohibition à s'approvisionner sur le marché noir, hein, donc à se procurer des produits qui n'ont pas de normes sanitaires, hein, dont on ne connaît pas la composition. Et ça, on peut vraiment le documenter très clairement avec des problématiques de santé qu'on observe, et des produits qui sont en plus aujourd'hui de plus en plus forts, non pas parce que les personnes ont forcément envie d'avoir des produits puissants, mais c'est un impact de la prohibition. Et d'ailleurs, un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'herbe de cannabis qui est coupée avec des produits de synthèse, des cannabinoïdes de synthèse, mais du coup sur lesquels on n'a pas de recul et qui en plus avec des doses fortes provoquent plus de problèmes de santé. Donc on voit une augmentation de la dangerosité des drogues en fait, et on pourrait avoir des drogues finalement mieux contrôlées et du coup dont on en contrôlerait mieux leur dangerosité. Pour aller très vite, donc la politique répressive du gouvernement donc freine considérablement l'impact des politiques de santé et l'impact les politiques sociales en fait, que ce soit sur les personnes et aussi sur les personnes qui sont impliquées notamment dans les petits trafics, qui sont effectivement comme on l'a évoqué en fait les personnes les plus vulnérables économiquement ou socialement, et c'est elles qui finalement le trinquent, si on peut dire. Les systèmes juridiques sont aussi répressifs, sont aussi à l'origine de violences, de la mesure où ils légitiment en fait le harcèlement de la police et poussent à la clandestinité et
des tiers peuvent effectivement avoir plus facilement subir des violences. Et l'exemple des incidents à Marseille est extrêmement fort, malheureusement. Donc, Médecins du Monde, on contribue à la recherche en fait sur, par exemple, l'impact des politiques restrictives sur le parcours de soins des personnes usagères de drogue. On fait notamment une recherche avec Marie-Geoffrey Roustid ici présente, ce qui nous permet d'alimenter notre plaidoyer. Et ce qu'on souhaite porter, dont on pourra donc du coup discuter, c'est évidemment de financer de manière adéquate les politiques de réduction des risques, alors qu'aujourd'hui la majeure partie des financements sont orientés vers la répression des consommateurs, donc avec plus de 70% des budgets qui sont orientés vers la répression, donc d'avoir un rééquilibrage favorisant les dispositifs de soins et de réduction des risques. Et effectivement, nous sommes favorables à la régulation des drogues. Quand je dis régulation, c'est d'avoir un cadre, d'avoir des règles définies par rapport à une dynamique de santé publique. Donc effectivement, d'avoir des âges limites, d'avoir des pratiques qui sont encadrées sur effectivement pas la conduite au volant, enfin je ne vais pas les détailler ici, mais qui permettent de gérer au mieux pour le bien-être de tous les consommations de drogue. Mais un point qui est important, même si nous régulons les produits, ça sera, je l'espère, le cas un jour pour le cannabis, l'important c'est déjà de dépénaliser l'usage de drogue, l'usage simple. Effectivement, ce n'est pas en réprimant les personnes sur le fait qu'elles consomment des stupéfiants, quels qu'ils soient, et là ce n'est pas que le cannabis, quels qu'ils soient, qu'on empêche les personnes de consommer. Et je dirais qu'on ne prévient pas même des risques en dénigrant les personnes et en leur faisant peur. C'est les politiques de peur. On prévient des dangers en expliquant, en faisant prendre conscience conscience des risques, en travaillant sur les représentations aussi de qu'est-ce qu'une drogue, qu'est-ce que ça représente, quelle place ça a dans sa vie, comment on gère ces questions-là, en renforçant les compétences médico-psychosociales, et y compris chez les jeunes, pour savoir s'affirmer et éventuellement savoir si on a envie ou pas de consommer, mais que ça soit un choix en pleine conscience, et en développant des dispositifs de promotion de la santé, de réduction des risques et de prise en charge des personnes si elles sont en difficulté. Et enfin, je dirais, en assurant un environnement favorable. Et assurer un environnement favorable de vie, c'est des dispositifs éducatifs, c'est de réduire la pauvreté, réduire les inégalités sociales, et c'est exactement ce qui manque dans les quartiers, en fait, dont on peut le constater, où les petites mains sont impliquées dans les trafics. Donc voilà, on voit bien que c'est une approche donc, qui est beaucoup plus axée sur la santé des personnes, le respect des droits humains, qui sont souvent bafoués, qui amènent aussi des discriminations raciales, dont on parle peu et difficilement en France, dont c'est aussi important de le souligner. C'est toujours les mêmes personnes qui sont impactées par ces politiques répressives. Je m'arrêterai là pour participer en espérant avoir respecté le temps de parole, et je vous remercie. Oui. Merci. Donc c'est une autre Marie, Geoffrey Roustid, qui va continuer, qui est sociologue et qui va aussi nous entretenir un petit peu justement de ce qui se fait à l'étranger, notamment dans pas mal de modèles. Merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je parle d'une place un peu différente. Je pense qu'on a tous été choisis pour ça. Donc je suis chercheur à l'INSERM et donc je travaille depuis 30 ans maintenant sur les politiques des drogues, donc en France, mais également en Europe et en Amérique du Nord. Donc il est important d'insister sur le fait que la France est un des pays au monde et en Europe en particulier à avoir une des politiques les plus répressives. Donc on a une loi qui a 50 ans aujourd'hui, qui a peu changé, qui est la loi du 31 décembre 1970. Et le mouvement qui s'est opéré en France ces dernières années va complètement à l'encontre de ce qui se passe dans le reste du monde, en particulier dans des pays comparables en Amérique du Nord ou en Europe. C'est-à-dire que depuis
50 ans, la France réprime de plus en plus. Et donc, en 2018, on a 180 000 personnes qui ont été interpellées en lien avec des stupéfiants et 80% étaient des usagers. Donc, une des spécificités de la politique de répression française, c'est que elle s'attaque avant tout aux usagers et donc elle est très peu efficace sur la question du trafic. Donc ça, c'est un élément à avoir en tête, c'est que la politique qui est choisie par notre gouvernement actuel et qui s'inscrit dans une continuité par rapport à la loi du 31 décembre 1970 va complètement à contre-courant de ce qui se fait ailleurs, puisqu'en fait, elle est inefficace. La France est aujourd'hui en Europe le pays qui a le plus haut niveau d'usage de cannabis chez les jeunes. Et donc pourquoi j'insiste sur cet aspect-là, puisque un des objectifs de la prohibition, c'est d'espérer qu'en réprimant l'usage, on va le faire baisser. Et donc, en fait, on voit que c'est totalement inefficace. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'en France, les produits qui tuent le plus sont l'alcool et le tabac. 120 000 morts par an liés à l'alcool et au tabac, alors que ces produits sont autorisés. La littérature internationale a mis en évidence que les dommages sanitaires qui sont liés à l'alcool et au tabac sont beaucoup plus importants que ceux liés au cannabis, et pourtant ces produits ont un statut légal alors que le cannabis a un statut illégal. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'étranger? Donc, comme je le disais, on a un mouvement international depuis quelques années qui va complètement à l'encontre du modèle qui est choisi en France. Donc, on a un mouvement tout d'abord de légalisation dont on parle beaucoup, donc qui s'est mis en place en Uruguay, dans de nombreux États des États-Unis et également au Canada. Donc en fait ces modèles ont choisi donc de légaliser le cannabis tout en continuant à criminaliser l'usage des autres drogues. Mais ce qu'on peut voir, enfin selon moi le modèle le plus intéressant c'est le modèle canadien. Donc qui a été mis en place en 2018 et donc même si on manque encore un peu de recul, les premières analyses en fait scientifiques qui ont été faites de l'impact de la légalisation sont positifs. Tout d'abord, les dernières données concernant l'évaluation du modèle de légalisation canadien montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de l'usage du cannabis chez les jeunes, puisqu'en fait, une des craintes principales des politiques quand on légalise, c'est de penser qu'il va y avoir une augmentation de la consommation chez les jeunes. Alors, pourquoi je mentionne la dimension de la consommation chez les jeunes? C'est que la littérature scientifique met en évidence que les risques liés à l'usage de cannabis concernent plutôt les jeunes, en particulier ceux qui sont âgés de moins de 25 ans, parce qu'il peut y avoir, en cas d'utilisation intensive, des effets sur la maturation du cerveau, donc des troubles cognitifs, même si les dernières données de la littérature montrent que voilà, il faut aussi que ça soit lié à un usage intensif, et donc c'est pas parce qu'on va consommer du cannabis une fois ou de manière occasionnelle qu'on va avoir obligatoirement des troubles cognitifs. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que généralement, il y a une crainte que la légalisation donne lieu à une augmentation de la consommation. Donc chez les jeunes, ce n'est pas le cas, d'après les données canadiennes. En revanche, ce qu'on a pu observer au Canada, c'est une augmentation de la consommation plutôt chez les seniors. Et chez les seniors, en fait, c'est pas véritablement un problème, bien au contraire, puisqu'en fait, les études montrent que cet usage chez les seniors, il est à visée médicale et que c'est une alternative très intéressante pour diminuer la consommation d'opiacés, par exemple pour lutter contre les douleurs chroniques qui sont très utilisées chez les seniors et qui sont à l'origine de l'épidémie d'overdose d'opiacés qu'on peut voir en Amérique du Nord. Donc même quand on observe une augmentation de la consommation du cannabis suite à la légalisation suivant les tranches d'âge que ça concerne, comme les seniors par exemple, c'est pas obligatoirement un effet négatif de la légalisation. Donc le deuxième modèle qui selon moi est le plus intéressant, c'est le modèle portugais, qu'Éric a évoqué tout à l'heure. Et donc ce modèle portugais, en fait, il a choisi lui de décriminaliser l'usage de toutes les drogues en 2001.
Alors, dans un contexte particulier qui était un contexte d'épidémie d'héroïne au Portugal dans les années 2000, mais qui est un modèle en fait qui pourrait tout à fait être appliqué en France aujourd'hui. Et donc ce modèle de décriminalisation de l'usage de toutes les drogues, il a des résultats extrêmement intéressants. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'usage de drogue au Portugal. Le Portugal était avant la décriminalisation et l'est toujours aujourd'hui un des pays d'Europe avec les niveaux les plus bas de consommation de cannabis. Donc en fait, il y a 4 fois moins d'usage de cannabis chez les jeunes au Portugal en comparaison à la France avec ce modèle. C'était le cas avant la décriminalisation, mais il n'y a pas eu d'augmentation. Le niveau est resté bas. Et l'autre élément qui est très intéressant et qui renvoie à ce que disait Marie, c'est que l'accès aux soins et le taux de mortalité lié aux drogues au Portugal est le plus bas en Europe. C'est-à-dire que ce modèle de décriminalisation de l'usage, en déstigmatisant l'usage dans la société, il favorise l'accès aux soins des personnes usagères de drogue. Et donc c'est un modèle qui est coût-efficace également, et donc qui coûte très peu cher, qui permet de faire des économies à la société, alors que notre modèle français coûte très cher en termes d'emprisonnement des personnes, et puis également de lutte, de répression et d'effectifs policiers qui se consacrent sans succès donc à la répression de l'usage de stupéfiants. Donc oui, concernant le modèle portugais, donc c'est un modèle qui vient d'être choisi également par l'Oregon, donc un État américain, et le Canada qui a choisi donc de légaliser le cannabis envisage aujourd'hui également de mettre en place une politique de décriminalisation de l'usage des drogues. Donc en fait, on voit aujourd'hui que les propos de Gérald Darmanin vont complètement à l'encontre. Ils sont des contre-vérités scientifiques, puisque dans un des discours qu'il a prononcé récemment, il a mis en évidence que la plupart des pays qui avaient choisi de dépénaliser l'usage étaient en train de faire marche arrière, et donc c'est exactement l'inverse qui se produit sur la base des données scientifiques qui viennent valider l'intérêt de ces modèles et invalider, comme le disait Marie, à l'inverse, les modèles prohibitionnistes qui produisent plus de dégâts que les modèles anti-prohibitionnistes. Merci Marie. Donc pour conclure ce premier tour de piste, Arié, qui est un homme droit et un homme du droit, donc voilà, on va voir ta vision des choses de ce point de vue-là. Bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste de la question des stupéfiants, et pourtant, ça va peut-être vous en choquer certains, j'en ai longtemps vécu, en tant qu'avocat. Et autant dire qu'il y a beaucoup de spécialités dans le monde judiciaire et pour les avocats. Il y a même des pénalistes, et au sein même des pénalistes, il y a une spécialité à part qui est celui des avocats stupeux, ceux qui font que du stup. Et il y a des avocats qui ne font que du stup du matin au soir et qui ne vivent que de ça. Et certains en vivent très bien, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est tout un tissu économique et social. Et moi, pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup de stup, parce que quand on commence jeune avocat et qu'on fait du droit pénal, eh ben on est d'abord commis d'office, et on défend des jeunes gens qui sont arrêtés en bas des halls d'immeubles, qui n'ont pas forcément d'argent pour se payer des avocats. Et puis progressivement, eh ben, on monte un petit peu dans la structure pyramidale, de la même manière d'ailleurs que ceux qui montent dans la structure pyramidale de la vente en tant qu'avocat. On suit un peu le parcours des vendeurs. On les connaît très bien, quelquefois on les connaît d'avant, c'était aussi mon cas, et on se rend compte qu'il y a une structure pyramidale, et que quand on connaît le boss, ou les boss quelquefois, et il y a plusieurs boss, soit par ville, soit par cité, grand ensemble, et bien on devient très spécialisé, puisqu'on est systématiquement désigné pour toute la structure pyramidale. Et donc c'est ce qui a été mon cas, notamment pour Tremblay en France, où je défendais pratiquement tous les gens qui vendaient de la drogue à Tremblay en France, qui à une époque était considéré avec d'autres villes à côté comme un des supermarchés de la drogue. C'est un peu moins le cas aujourd'hui.
Et juste pour vous donner une anecdote qui permet de comprendre que le système, parce qu'il y a un système, et d'ailleurs il y a des liaisons très importantes entre le trafic de stupéfiants dans les quartiers populaires, mais il n'y a pas que les quartiers populaires bien évidemment qui sont concernés, mais de manière importante, et le système légal, il y a des liaisons très importantes. Notamment des flux financiers qui sont importants, des blanchiments qui sont importants, des relations qui sont importantes, y compris au niveau politique. Mais avant de parler d'ailleurs j'en parlerai pas forcément aujourd'hui, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est de vous donner une anecdote d'un de mes dossiers que j'ai traité, qui montre un petit peu que c'est au confluent de problématiques politiques, sociales et médiatiques, le trafic de stupéfiants. Je vous donne l'exemple, je peux en parler maintenant, c'est prescrit, c'était en 2009-2010, j'étais encore jeune avocat, et justement c'était à Tremblay en France, et c'était une affaire où on avait plusieurs protagonistes. On avait d'abord une boîte de production, c'était la boîte de production d'Emmanuel Chin, pour ceux qui ont connu ce présentateur sur Capital, qui il avait fini Capital et il se relançait sur TF1, donc il était en train de créer une nouvelle émission qui s'appelait c'était une émission un peu de télé-réalité sur des sujets sociaux. C'était à l'époque de Sarkozy, hein. Il faut comprendre un peu le background. On était sur la tolérance zéro, on était sur le Karcher, on était sur le sentiment d'insécurité, on était sur toutes ces thématiques. Et Emmanuel Chin veut faire sa première sur TF1 en faisant une émission qui va s'appeler « Mon voisin est un dealer ». Et donc il a une équipe de tournage à Tremblay en France. Et cette équipe de tournage a trouvé quelqu'un qui les aide un petit peu. C'est un rappeur local qui est assez connu et qui les aide un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Il leur montre, à tel hall d'immeuble et tel hall d'immeuble, il y a la nourrice. La nourrice, c'est la personne qui garde le stupéfiant. Là, il y a les dealers. Là, il y a les guetteurs qui font le pu. Faire le pu, ça veut dire prévenir ceux qui sont en train de vendre dans le hall que les flics arrivent. Et donc la boîte de prod travaille pendant un mois, et au bout d'un mois, ils ont pas mal de choses en boîte. Ils décident de faire le tournage avec Frédéric Pechnard, qui était à l'époque le patron de la police nationale, bras droit de Nicolas Sarkozy, et qui a instillé toute cette... Et il lui montre tout son tournage, et ils disent, voilà, vous vous rendez compte, il y a un énorme trafic de stupéfiants, et la police ne fait rien, et passe. Imaginez bien que Frédéric Pechnard a fait remonter immédiatement l'information à Nicolas Sarkozy, et que c'était pas forcément très favorable pour eux en termes d'image et de perception politique. Et ils ont convoqué le commissaire leur dit, mais justement, il y a une équipe de la BAC qui travaille depuis un petit moment et qui est en planque juste en face, depuis un mois, en même temps que vous. Et donc, ils leur disent, il faut arrêter tout le monde avant que l'émission ne passe dans une semaine et ne soit diffusée, parce que sinon ça va très mal se passer. Donc ils leur disent, oui, le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé, on essaye depuis un mois de trouver la nourrice, c'est l'appartement qui héberge et le fournisseur, parce qu'il y a plusieurs localisations dans l'immeuble, et on arrive dans la barre d'immeuble, on n'arrive pas à les trouver. Je veux rien savoir, vous les arrêtez avant que l'émission ne soit diffusée dans une semaine. Le soir de la diffusion de la première, c'était Claire Chazal à l'époque sur le journal de TF1, annonce, d'abord l'interpellation, et en même temps l'émission d'Emmanuel Chin, le soir même, aux 20h. Et donc, il y a eu un gros pataquès, puisque beaucoup ont cru que les journalistes avaient travaillé avec la police pour faire de l'audimat. Et ça avait créé une énorme polémique. La suite de cette affaire, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai 7 minutes. La suite de cette affaire, c'est que la problématique, c'est qu'ils ont arrêté, mais ils ont trouvé 1 million d'euros en espèces dans les murs, avec des armes de guerre, etc. C'était une grosse prise, effectivement. Et le problème, c'est que, il y avait beaucoup de gens qui en vivaient. Énormément de gens qui en vivaient. Et le lendemain, il y avait beaucoup de familles qui se sont retrouvées sans ressources. Et donc, il y a eu une sorte de révolte populaire. Et donc, Nicolas Sarkozy s'est pointé avec la garde républicaine, entre guillemets. Et il y a eu beaucoup de violences policières dans le quartier. Il y a eu des caillassages de bus. Et il y a eu une forme de démonstration de la toute-puissance de l'État sur un quartier dont le tissu social et économique était en danger parce que ce trafic avait disparu. Juste pour vous dire, et puis après on a travaillé sur les violences policières, juste pour parler de la liaison avec les violences policières, du caractère médiatique et du caractère infiniment politique de ces trafics de stupéfiants. Juste pour vous dire que
voilà, c'est au confluent de beaucoup de choses. C'est aussi au confluent, pour en terminer, de l'extension finalement de la réduction de pas mal de libertés, parce qu'il y a eu une expérimentation de beaucoup d'innovations technologiques comme des captations audio avec le trafic de stupéfiants, comme la géolocalisation, comme les interceptions téléphoniques, tous ces textes qui ont par la suite été utilisés, toutes ces nouvelles technologies qui ont d'abord été expérimentées dans le trafic de stupéfiants ou dans le terrorisme et qui ont été par la suite étendues à toutes les sphères du droit pénal et qui réduisent progressivement nos libertés. Voilà ce que je peux vous dire. La dernière chose que je peux vous dire aussi, c'est que tous les gens que j'ai côtoyés, ce sont surtout des gens qui n'avaient pas d'autres possibilités. Parce qu'on ne leur a pas donné d'autres possibilités. Et ça, il faut remonter à l'histoire des quartiers populaires et à l'histoire de l'origine des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, avec une forme de volonté de maintenir cette situation. Et moi, mon inquiétude, c'est le jour où il y aura une légalisation. Il y a une inquiétude, pas la légalisation en soi, mais qui va en profiter? Pour moi, c'est la vraie inquiétude, parce que tous ceux que j'ai pu côtoyer, ils en vivaient, et il y a beaucoup de familles qui en vivent. Comment vont-ils faire pour en vivre, alors même que beaucoup de gros groupes commerciaux se sont déjà positionnés avec les boîtes de CBD sur tout le territoire, en attendant la possibilité de la légalisation qui commence à se faire jour. Effectivement, la politique des répressions est terrible, mais il y a une possibilité libérale et capitalistique d'ouverture du marché pour des raisons économiques, puisque comme vous le savez maintenant, le trafic de stupéfiants fait partie du PIB. Voilà pour vous dire cette expérience avec toutes ses conséquences. Merci Harry. C'est bien, c'était déjà complet pour lancer le débat. Manon, qui est là, va vous passer la parole. Alors, vous avez remarqué qu'on s'est donné une règle de parité au niveau des invités de ces amphis, c'est très bien. Et on va faire la même chose dans la salle, c'est-à-dire que pour qu'un homme puisse prendre la parole, il faudra qu'il y ait une femme prenne la parole avant lui. Et on va alterner de cette manière-là. Voilà, ça marche très bien, vous allez voir. Donc là, on prend une dizaine d'interventions, enfin une dizaine, si vous limitez à 2 minutes par personne. Et puis on fera une première série de réactions. Voilà. Je vais commencer par une. Je commence et après vous, et là. Oui, bonjour. Odile Morin, je vais vous parler de mon expérience en la matière, parce que beaucoup me connaissent sur la question du champ du handicap. Mais il y a 30 ans, j'ai été la fondatrice et la présidente de l'association ASU d'Avignon, autosupport des usagers de drogue. Donc, c'était avant que les seringues se libéralisent, qu'on puisse avoir des distributeurs échangeurs de seringues, et aussi avant qu'on ait les traitements de substitution comme la méthadone. Donc, d'abord, je crois qu'il faut parler du rapport Orion sur la question de la dangerosité des drogues. C'est un rapport qui était sorti en 99, qui avait été commandé par les pouvoirs publics pour montrer à quel point les drogues c'était dangereux. Et en fait, les conclusions du rapport Orion, c'était que la drogue la moins dangereuse c'était le cannabis, et que la drogue la plus dangereuse c'était l'alcool. Donc ça a fait un petit malaise à l'époque. Il y a la question, moi je défends, au-delà de la décriminalisation et de la dépénalisation, la légalisation contrôlée. Pourquoi? Parce que maintenir dans un système mafieux la production et la distribution, pour moi ça pose problème et ça ne règle pas les problèmes. Alors j'entends bien ce que disait Arié, il faut, je pense, qu'on arrive à trouver des débouchés pour les jeunes qui vivaient du business. Et que ce business, il rapporte justement au quartier et à ceux qui aujourd'hui en vivent, qui puissent le faire légalement. Alors c'est sûr que ça rapportera beaucoup moins, mais je peux vous dire l'expérience d'ex-dealer et d'ex-usagers, c'est que il y a quelque chose qu'on gagnera jamais. Enfin, je veux dire, on peut gagner énormément d'argent. Il y a quand même quelque chose qui compte beaucoup, c'est la sécurité. La sécurité et la tranquillité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le business qui seraient prêts à gagner beaucoup moins s'ils y gagnaient effectivement la sécurité et la tranquillité. Il y a la question de la réduction des risques. Effectivement, moi j'ai connu une période avant 93 où on me menaçait de m'envoyer en tôle parce que je distribuais des seringues. J'ai pris mes responsabilités à l'époque et je ne le regrette pas. La réduction des risques, c'est quoi? C'est partir du principe que avoir un idéal de non-consommation, dire aux gens tu ne consommes pas, c'est pas ça donne pas de résultat. Par contre, si on explique aux gens que
en attendant qu'ils puissent s'arrêter ou qu'ils le souhaitent, si on arrive à les protéger sur le plan santé, sur le plan juridique, ben on leur permet de rester en vie, on leur permet effectivement de pouvoir s'en sortir. Parce que l'idéal de non-consommation, il a tué beaucoup de gens, et il a tué avec le sida, les hépatites, les overdoses. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent d'éviter les overdoses. Je pense à l'analoxone, même si je crois qu'il y a un problème en ce moment sur la prescription. Il y a aussi, et c'est ce qu'on a démontré par notre combat à l'époque, par le biais de la réduction des risques, c'est-à-dire des traitements de substitution, pour les héroïnomanes, ça a donné d'excellents résultats. Maintenant, il n'existe pas de traitement de substitution pour toutes les drogues, mais je crois que ce qui est important, c'est que les gens, quand ils consomment, ils le fassent en connaissance de cause, en mesurant les risques, mais aussi les bénéfices. Parce que vouloir éradiquer la consommation sans parler des bénéfices, c'est prendre les gens pour des idiots. On consomme pas des drogues pour se détruire. On consomme des drogues pour le plaisir, pour la douleur aussi, par exemple. C'est ce qu'évoquait la question des seniors dont je fais partie, qui effectivement consomment pour des raisons de lutte contre la douleur notamment. Voilà. Et sur la question de la justice, effectivement, la justice est débordée par des choses qui relèvent de la santé publique et qui ne devraient pas relever du question judiciaire. Dernier point, la pérémulation. La pérémulation, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place à l'occasion des politiques de réduction des risques, et c'est ce qu'a fait Assud à l'époque, c'est de partir du principe que les experts de ces situations, c'était les personnes directement concernées. Et donc, on a travaillé à transmettre notre expertise à d'autres usagers pour leur permettre effectivement de se protéger. C'était comment on fait un shoot propre pour pas se faire une overdose, pour pas se faire une poussière. C'était tout ça. C'est comment on évite de se contaminer. Comment on reste en vie avec la meilleure hygiène de vie possible pour pouvoir effectivement aborder une phase suivante si on le souhaite. Merci. J'ai laissé un peu plus de temps parce que c'était un complément fort utile. Merci beaucoup. Bonjour et bravo pour toutes les interventions. J'aimerais chaque fois qu'on parle des drogues rappeler pourquoi certains produits en fait sont interdits. Si on rappelle que le cannabis a été interdit pour des raisons principalement racistes aux États-Unis, c'est-à-dire c'était d'abord les Noirs et les Mexicains qui fumaient, donc on s'y tient, on va interdire cette chose, au moins on pourra les arrêter, ils sauront pourquoi c'est. Et puis la France a continué puisque c'était surtout les Nord-Africains qui fumaient du kiff, donc voilà, on s'est dit voilà, il n'y avait aucune raison légale. En France, le Doliprane tue beaucoup plus, on ne meurt pas d'overdose de cannabis. Et pareil des récréatifs des années 70. On a interdit les récréatifs des années 70 sans pouvoir plus aujourd'hui faire de recherche sur le médical, c'est-à-dire la psilocybine, les champignons, ou l'acide lysergique, c'est-à-dire le LSD. On ne meurt pas non plus de ces produits d'overdose. On peut plus les étudier en France, alors qu'il y a apparemment dans d'autres pays comme la Suisse qui étudient des vertus pour des choses comme ça. Donc la question est, surtout aux députés qui est là, et que je sais qu'ils travaillent déjà beaucoup et qu'ils sont un petit groupe, mais remettre en question aussi l'interdiction du LSD et de la psilocybine, notamment pour des usages médicaux, alors que la Suisse y est. Est-ce que c'est une question qui pourrait être relevée ou est-ce que c'est trop tabou? Merci. Pardon. Bonjour. Donc moi j'avais un petit peu les mêmes interrogations que vous venez de nous dire, maître, tout à l'heure. C'est-à-dire que je viens d'un quartier populaire, je suis entourée de toutes ces personnes qui vivent de ça, de ce trafic. Eric, tu parlais de leur offrir une formation. J'ai vraiment du mal à croire qu'ils accepteraient d'aller dans des centres de formation et de faire autre chose. Donc moi j'avais vraiment peur que du coup ça bascule sur un autre trafic de drogue plus dur. Parce que du coup, ils savent faire que ça. C'est peut-être bête, mais ils savent pas, ils ont pas envie d'ailleurs de faire autre chose puisqu'ils connaissent l'argent facile. Pourquoi ils vont aller gagner de l'argent difficilement? Et j'avais une autre interrogation quant aux personnes qui se font pousser chez eux. Comment vous allez pouvoir contrôler ceux qui font pousser leur cannabis? Parce qu'on pourra pas contrôler le THC, les choses comme ça. Donc voilà. C'est tout.
Monsieur. Merci. Bonjour, merci. Donc moi, je voulais soulever, je rebondis sur l'intervention, je voulais soulever la question de la recherche. Il me semble que c'est un vrai enfer, en fait, de mener des recherches sur les stupéfiants et que c'est très difficile de se procurer des échantillons. Et notamment, en cas de contrôle, on va réaliser des tests de dépistage, et on va détecter des traces, parfois des seuils inquantifiables, et on n'aura pas possibilité de dater la consommation. Et c'est assez délicat en fait quand il faut ensuite prononcer une peine. Voilà. Ah, elle avait d'abord. Non, ça fait longtemps, elle. Hein. Ouais. Bonjour, moi je travaille dans la prévention et l'éducation à la santé puisque je suis infirmière scolaire et du coup j'avais tout d'abord une petite remarque à savoir est-ce qu'il serait pas important d'impliquer aussi le ministère de l'Éducation nationale et les services de santé scolaire dans la coordination locale dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà. Et deuxième point, j'avais une petite question. J'aimerais savoir si ce qui se passe justement au niveau de la prévention au Canada ou au Portugal ou dans d'autres pays que vous connaîtriez. Voilà. Là, Eric, on en est à 5. Je continue. Merci. Justement, c'est intéressant qu'on aborde ces questions-là parce que jeudi, avec le groupe thématique LGBTI, on avait organisé une conférence sur mettre fin à l'épidémie du VIH. Et il y a des sujets assez transversaux et assez proches. Et c'est vrai, quand on regarde les pourcentages dans le sondage des propositions de la France Insoumise, j'ai l'impression que ce sujet-là des drogues, il y a aussi le sujet de l'interdiction des thérapies de conversion, qui font partie quand même des propositions les moins comparativement qui font le moins consensus, en tout cas qui sont en tout cas dans l'ordre du 60 ou du 50%, enfin de la cinquantaine ou de la soixantaine. Et j'ai l'impression que c'est une approche qu'on a beaucoup dans ce genre de sujets qui sont beaucoup objets de panique morale, que ce soit la sexualité, que ce soit les drogues, que la première réponse c'est la pénalisation des usagers, la pénalisation des déviants justement. Et je pense que dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on réhumanise les consommateurs, comment est-ce qu'on réhumanise les toxicants. On parle parfois de toxicophobie, etc. Alors c'est assez intéressant. Nous, on travaille beaucoup ça dans le domaine du chemsex. Et ce qui est intéressant, c'est que les chemsexeurs qui ont les pratiques les plus à risque, c'est ceux qui ont la consommation la plus occasionnelle. Et les habitués ont généralement des pratiques plus responsables, ou en tout cas une habitude de consommation autre. Donc c'est comment est-ce qu'on associe en fait les personnes et les usagers pour sortir de cette approche de panique morale qui amène qu'à la prohibition. Voilà. Juste, du coup, oui, mais parce que là, du coup, il y a 2 hommes, je sais. Oui, alors je vais aller de l'autre côté. J'arrive, hein, du coup. Bonjour, Kalila, j'habite à Marseille depuis 2006. Alors vos interventions déjà étaient vraiment passionnantes. On n'avait vraiment pas envie que ça s'arrête, chacun d'entre vous. Je pense qu'on pourrait rester 2 jours sur ce sujet. Vous avez tellement de choses à raconter. Et aussi, on a plein de questions à poser. Mais je voulais juste revenir sur un point. Déjà, quand vous disiez que beaucoup de familles en vivent, attention, hein, faut pas rêver. Ils en vivent très très mal, dans des conditions terribles. Et puis il y a eu des études qui ont été faites. Hein, le taux horaire et il est moins que le SMIC au final. Donc, une des solutions, bien sûr, que propose la France Insoumise, hein, c'est le RSA jeune. Parce que quand vous dites qu'ils n'ont pas d'autres opportunités, oui, c'est vrai, certes, à 18 ans, 19 ans, peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire une formation, mais si déjà ils avaient un peu de revenus, ça leur permettrait de ne pas faire ça en dépannage et puis finalement avec tous les risques. Parce que on en a marre à Marseille quand il y en a qui se prennent une Kalachnikov, on dit oui, mais pourquoi est-ce qu'il était, même s'il n'était pas dealer, mais pourquoi est-ce qu'il était à côté d'un dealer? Pourquoi est-ce qu'il était dans la voiture d'un dealer? Mais en fait, c'est même pas des dealers, ils ont même pas conscience d'être des dealers. En fait, c'est juste voilà, c'est des gens qui ont accepté un peu d'argent facile, quoi. C'est tout. C'est pas. Mais il y a une question que je voulais poser. Donc, c'est si on dépénalise, si on autorise le cannabis par rapport au prix, parce que quand vous disiez que des multinationales étaient prêtes à prendre le marché, je me dis ça résoudra pas peut-être les trafics, parce que à Marseille, nous, il y a un truc qu'on connaît très bien. Je pense de partout aussi. Hein. C'est les cigarettes de contrebande. C'est trop cher maintenant le tabac. Alors, quasiment. Enfin, je sais pas s'il y en a à Marseille qui achètent des cigarettes dans des bureaux de tabac, mais il y en a tellement dans la rue.
Voilà, et pour un prix défiant de toute concurrence. Et donc moi, c'est un petit peu la crainte que j'ai. Je connais pas très bien le sujet, hein, donc je sais pas si vous pourriez me répondre. C'est que le prix soit trop cher légalement et qu'au final, on achète encore que des gens achètent encore de la merde à des trafiquants. Merci. Encore 2 personnes? Donc vous, et puis quelqu'un, vous levez la main. Bonjour, Éric de Nice. Donc dans ces amphis, nous recevons de votre part et avec les échanges des éléments qui vont nous permettre, lorsqu'on va être au travail durant les semaines prochaines et les mois prochains, à pouvoir effectivement nous exprimer avec force et avec une bonne vision du problème. Donc si on veut dépénaliser, donc d'abord ça va être certainement l'Assemblée nationale qui sortira du premier scrutin législatif, qui sera au travail, je crois, pour travailler sur la création ou la modification de la loi, parce que effectivement, ça, on va pas attendre la 6e République pour travailler sur ce sujet et le modifier. C'est un problème important et ça fait trop longtemps que la France est enfermée par un texte qui a été voté un 31 décembre, alors qu'il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle, je crois. Merci. Merci. Moi, je voulais savoir la position par rapport à des gens qui font pousser pour leur propre consommation et leur argument c'est on n'alimente pas le commerce, etc., etc. Est-ce qu'il y aurait un seuil autorisé pour mettre ces jolies plantes dans son jardin? Merci. On va faire une première série de réponses. J'ai vu voilà. Non, mais pour le coup d'après, mais c'est voilà. On va faire une première série de réponses. Je propose qu'on fasse des réponses les plus courtes possibles sur les éléments et je compléterai après. On va commencer dans le même ordre sur ce que vous inspirent les questions et les réponses. Eric. Alors, ça va pas forcément être très organisé, mais je vais répondre ce que j'ai noté. Je vais essayer de répondre à la demoiselle qui s'inquiétait du devenir aussi des jeunes qui habitent les quartiers, qui sont dans le trafic. Moi, je pense que il faut pas effectivement avoir une vision utopique de la chose et penser que 100% des gens qui sont dans le business illégal aujourd'hui ont la capacité d'être dans le business légal ou ont la volonté d'être dans le business légal. Mais je pense que c'est une erreur de croire que ces jeunes ne savent faire que ça et n'ont envie que de ça. Moi-même, j'ai passé encore une fois 3 ans en prison avec une partie de ces jeunes que tu côtoies également au quotidien. Et certains ont vraiment envie d'autre chose. Ils ont cru à un moment ne pouvoir faire que cela. Et je pense qu'effectivement, la transition vers un autre modèle que le modèle prohibitionniste, ça va être l'occasion de leur tendre la main et de leur expliquer qu'effectivement, ils peuvent aussi trouver leur place dans la société. Encore une fois, il s'agit de pas avoir une vision utopique des choses. C'est un discours qui ne touchera pas tout le monde, mais je suis persuadé qu'une bonne partie des gens qui aujourd'hui, encore une fois, vivent de cette économie sont disposés soit à travailler dans toute autre activité ou éventuellement à passer effectivement dans le business légal, parce que comme l'expliquait madame également, c'est vrai que voilà, ils peuvent perdre un petit peu d'argent, mais en même temps ils sont pas obligés de tendre l'oreille à 6 heures du matin pour savoir si quelqu'un va venir taper à leur porte et les emmener au commissariat. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et je pense encore une fois que voilà, une fois que les choses seront bien posées et qu'on aura la capacité de discuter avec eux, de leur tendre la main, il y a une bonne partie de ces gens qui seront disposés à la prendre cette main tendue, je pense. Je reviendrai très rapidement aussi sur la question de l'éradication du trafic qui a été soulevée par madame. Non, c'est clair que c'est inenvisageable que le trafic n'existe plus. Hein. Vous avez souligné l'importance du trafic de cigarettes. De toute façon, il y a du trafic de tout. Tout objet qui est vendu légalement est aussi vendu illégalement. Donc non, le trafic ne disparaîtra jamais complètement, mais il s'agit de réduire autant que faire se peut la part du trafic par rapport à la part de vente légale. Et ça, c'est un objectif qui est largement atteignable dans la mesure où aujourd'hui toute la vente est assumée par le marché noir. Voilà.
Merci. Donc moi, je voulais revenir aussi sur les discours là qui ont été tenus sur le fait que les jeunes des cités qui étaient impliqués dans le trafic n'auraient pas envie de faire autre chose. Donc en fait, ce qui se passe aux États-Unis montre l'inverse, puisqu'en fait aux États-Unis, en particulier en Californie, il y a des programmes qui ont été mis en place pour introduire plus de justice sociale dans le commerce du cannabis. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au début de la légalisation que c'était effectivement des grosses compagnies tenues par des hommes blancs, riches, qui détenaient l'ensemble des parts du marché. Et donc, il y a des programmes de justice sociale qui ont été mis en place pour à la fois permettre à des jeunes ou des moins jeunes qui avaient été impliqués dans le trafic d'avoir des programmes d'immunité pour pouvoir, comment on appelle ça, des remises de peine ou des choses comme ça. Et certains d'entre eux ont pu s'impliquer dans le marché légal et mettre à disposition les compétences qu'ils avaient développées dans le cadre du trafic, parce qu'on développe également des compétences dans les compétences de la vente et du marché légal. Donc il y a des programmes d'incitation et de justice sociale qui peuvent permettre ensuite de réintégrer les personnes qui étaient impliquées dans le marché illégal dans des marchés légaux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est très important, c'est qu'en fait, on a des représentations complètement faussées de l'argent autour du trafic. En fait, au sein du trafic, il y a des inégalités sociales qui sont extrêmement importantes. Donc, il y a un économiste français qui s'appelle Christian Ben-Lagdar qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui a mis en évidence qu'en fait, ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec le trafic sont très peu nombreux. Et donc, toutes les familles qui sont impliquées dans le trafic, généralement, gagnent très, très peu d'argent. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, vous gagnez aux alentours de 2 000 euros. Donc, c'est pas on parle toujours, c'est ce que j'ai entendu. On parle toujours de dizaines de milliers d'euros. Et en fait, c'est un mythe total. Donc, c'est pour ça que ça ne serait pas si compliqué que ça. Ensuite, de réintégrer, donc des personnes dans le trafic, dans d'autres types d'activités. Un autre point qui me semble important, c'est la question également, on a beaucoup évoqué la question des paniques morales autour des drogues et puis le fait parfois aussi que la population est peut-être pas prête. En fait, ce qui est important, c'est que il y a le sondage là que vous évoquiez sur le fait qu'on a aujourd'hui une majorité de Français, d'après un sondage récent, qui serait en faveur de la légalisation. Et donc, il y a une étude qui s'appelle EROP, qui est faite par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, très régulièrement. Et la dernière enquête, en fait, montre que les Français qui sont favorables au modèle politique français de répression, c'est-à-dire celui qui inclut des peines de prison, ne représentent que 7% des Français. En fait, on n'a que 7% des Français qui sont favorables au modèle de répression incluant les peines de prison telles qu'il existe en France, c'est-à-dire une minorité de Français qui sont favorables à ce modèle. Et on a une diminution de 17% entre l'édition 2013 et l'édition 2018 des Français qui sont totalement opposés à la légalisation. Donc en fait, on voit qu'il y a une ouverture de plus en plus importante au vu des résultats de ce qu'on peut observer ailleurs. Et puis juste très rapidement sur la question de qu'est-ce qui est mis en place au Canada, il y avait une question là-dessus sur la prévention. Donc au Canada, l'argent qui n'est plus mis dans la répression est réinvesti dans la prévention. Et donc en fait, ils développent surtout des modèles axés sur les compétences psychosociales des jeunes et donc sur la possibilité en fait d'avoir des usages régulés et de pouvoir développer des compétences personnelles pour avoir des mécanismes de résistance face à des usages dérégulés et plus problématiques. Oui, merci beaucoup pour ces questions intéressantes. Je suis ravie de savoir qu'il y a quelqu'un d'ASSUD, donc Autosupport des usagers de drogue, qui est présent. C'est effectivement un mouvement fort qui a vraiment permis le développement de la réduction des risques en France. On a pu être à côté d'ASSUD et c'est grâce aussi à des associations comme ASSUD que la réduction des risques s'est développée. ASSUD fait partie du collectif pour une autre politique des drogues, donc on continue à porter le combat, je dirais, ensemble. Et effectivement, cette question d'implication
protection des personnes est fondamentale. Ça passe aussi par justement favoriser la présence des personnes concernées dans le débat, des personnes consommatrices qui sont impliquées dans les trafics ou autres, qui peuvent parler de leur réalité. Je tenais à préciser, et ça me fait le lien sur le deuxième point sur lequel je peux apporter des éléments de réponse, c'est par rapport aux questions de l'interdiction des autres drogues ou globalement ou du LSD sans rentrer dans le détail. Il faut savoir que les stupéfiants sont régis par des conventions internationales qui sont assez anciennes désormais. C'est sans doute un des produits, les produits les plus régulés strictement au monde. Et effectivement, il y a une focalisation sur des produits qui ont des intérêts thérapeutiques, mais aussi qui ont des intérêts commerciaux par des industries pharmaceutiques. Donc effectivement, certaines molécules ont été mises de côté. Il y a tout un travail qui est fait de mobilisation au niveau de l'international pour travailler auprès de la commission des stupéfiants de l'ONU. Médecins du Monde, à Sud par exemple, on fait partie d'une plateforme interassociative où on est en discussion avec la diplomatie française qui siège à la commission des stupéfiants de l'ONU. Et donc chaque année, il y a des discussions. C'est assez compliqué et complexe d'interagir et de faire évoluer ces conventions internationales parce que ça a été mis en place très doucement sur plus d'une centaine d'années. Mais c'est des choses qui se font avec des mobilisations internationales, avec pareil la volonté de d'intégrer des personnes concernées. C'est un travail au long cours. En tout cas, ça sera difficile. Je tenais à le préciser de la part de la France. Enfin, c'est des instances et des espaces un peu différents. Je pense que déjà, et c'est ce qu'on essaye de gagner à l'international, c'est de faire reconnaître la réduction des risques, d'abolir la peine de mort, dans laquelle il y a encore la peine de mort, aux Philippines notamment. Donc il y a beaucoup de combats à mener et effectivement, ce serait très intéressant de développer des aspects thérapeutiques sur les substances. Ça se fait davantage dans d'autres pays comme aux États-Unis. Il y a des expérimentations sur la kétamine ou l'ecstasy utilisée dans les stress post-traumatique par exemple. Et effectivement, ça serait intéressant. Voilà. Après, en France, c'est encore peu développé, mais aussi parce qu'il y a cette stigmatisation des drogues et de leurs usages. Et juste pour terminer, du coup, l'importance effectivement de travailler, et on essaye de développer un projet là-dessus, sur la déconstruction des représentations négatives sur les drogues et les personnes qui consomment. Donc on essaye de développer ça en interassociatif, également avec ASUD et la Fédération Addiction, à destination du grand public, et ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par qu'est-ce que c'est les drogues, quelle place ça a dans notre société, dans l'histoire de la société, et d'où ça vient, et qu'est-ce qui fait qu'on consomme, et comment on peut réguler au mieux les usages pour le bien-être de tous. Voilà. Rapidement pour répondre sur les 2 points de tension que j'ai sentis. D'abord, le premier, c'est sur savoir, pouvoir, vouloir faire autre chose que ça quand on vit dans les quartiers populaires. La plupart de ceux que j'ai pu rencontrer, ils voulaient faire autre chose. Et ils pouvaient faire autre chose. Enfin, en tout cas, ils n'avaient pas les conditions sociales et économiques pour le faire. Pourquoi ? Parce que la plupart, ils attendaient simplement d'avoir un capital de départ pour pouvoir entrer dans le business légal. C'est vraiment leur volonté. Simplement, il y a des barrages et des obstacles en termes de discrimination sociale, en termes de discrimination à l'embauche, en termes de discrimination au logement, qui fait que c'est très compliqué. Mais à un moment ou à un autre, ils arrivent, pour certains, très peu, ils arrivent à franchir le cap du business légal. Et la deuxième chose, la deuxième tension, c'était sur le niveau de revenu. Effectivement, et c'est assez, je sais pas si c'est cohérent ou incohérent, mais le trafic de stupéfiants suit une mécanique capitalistique. C'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut de la pyramide récupèrent la majeure partie des revenus, et encore plus les trafiquants de stupéfiants internationaux. En revanche, ceux qui travaillent en bas des halls, qui font le guet ou qui vendent, n'ont pratiquement rien. Et donc c'est vraiment une mécanique capitalistique qui se met en place, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il peut y avoir certains qui ont des revenus très importants, mais la majeure partie des personnes et des travailleurs n'ont pratiquement pas grand-chose, et retirent les miettes du trafic de stupéfiants avec les dangers les plus importants. Et dernier point, justement en termes de danger, oui, la répression est très importante et la pénalité est très lourde.
jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, voire plus dans certains cas. Et il n'y a pas vraiment de distinguo selon le type d'action. Hein. Transport, cession, acquisition. Le trafic de stupéfiants, quelquefois, ne se distingue même pas de la simple détention de stupéfiants. Hein. Il y a une pénalité commune pour toutes les actions. Alors évidemment, maintenant, il y a des contraventions qui peuvent être données, notamment pour les usagers, mais si des policiers décident de mettre la qualification la plus lourde, c'est-à-dire le transport et la détention, on a jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc il y a cette chose. Et dernier point, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la gabegie fascinante que cela génère pour le budget de la justice, et pas que. En termes de travail des policiers, il y a des escouades entières, des commissariats entiers qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire beaucoup d'argent public. Il y a des chambres et des salles d'audience avec des juges qui ne font que ça, nuit et jour, quelquefois en finissant à 2-3 heures du matin avec les salles de comparution immédiate ou les juridictions spécialisées. Des juges d'instruction qui ne font que ça, des dépenses en termes d'écoute téléphonique auprès des opérateurs téléphoniques, parce que tout est payé, hein, des dépenses en termes de géolocalisation, des dépenses en termes d'expertise qui sont terribles. Et on peut se demander effectivement si il y a une légalisation, il n'y aurait pas un budget assez important qui pourrait, même fascinant, hein, qui pourrait être utilisé et réparti pour des choses qui sont peut-être plus importantes en termes de priorité sociale et pénale. Merci. Quelques réponses de mon côté. Je répondrai en conclusion sur l'idée qu'est-ce qu'on fait en attendant la 6e République par rapport à cette question. En conclusion, je vais revenir sur 2-3 points. Sur la question, ça a été dit plusieurs fois, d'argent facile. C'est pas de l'argent facile de travailler dans le trafic de drogue quand on a une petite main. C'est même tout l'inverse. J'ai dit tout à l'heure, quand on a à la fois des conditions les pires du travail ubérisé, plus les risques inhérents au trafic, parce que c'est souvent les petites mains qui payent en termes de violence, c'est tout sauf du travail facile. Et quand vous êtes à 12 heures par jour, moi je les vois, ils sont dans ma circonscription, à 12 heures par jour en train de faire le guet, week-end compris, pour aller 100 à 120 euros par jour, sans évidemment non déclaré, donc aucune cotisation, etc., c'est pas de l'argent facile. Mais par ailleurs, après se pose la question, et je le dis d'autant plus, je vais être transparent, c'est une question qui s'est posée dans notre groupe France Insoumise. Moi, j'ai choisi dans cette proposition de loi de mettre un volet sur l'idée et d'assumer qu'il doit y avoir dans cette proposition de loi un volet réinsertion des jeunes qui sont dans le trafic et qui puissent continuer à vivre de cette activité là où ils sont et non pas que ça soit gentrifié au service de grands groupes. Bon. Pourquoi je l'assume ? Parce que, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on envisage que l'avenir des jeunes des quartiers soit celui du trafic de drogue. On a des propositions, ça a été dit, bien évidemment. Mais en attendant que ces propositions aient lieu, moi, à partir du moment où je lutte contre une forme de capitalisme, et le trafic de drogue est la forme la pire de trafic de capitalisme, sauf que en réalité, les EPA se font à coup de règlement de compte. Mais c'est la forme de pire. À quel moment imaginons-nous que nous luttons contre une forme de capitalisme et que les travailleurs de cette forme de capitalisme seraient privés de l'emploi et des revenus de cette forme de capitalisme? Moi, je ne le conçois pas. Donc j'estime normal, et je le dis, et je pense que c'est nécessaire, que les petites mains qui travaillent dans le trafic de drogue, une partie d'entre elles, puissent travailler d'un commerce licite. Mais ça se passe évidemment dans quelque chose d'encadré. Dans cette proposition de loi, comme on est sur une feuille vierge, ça me permet de répondre à ceux qui estiment de dire, bon, bah, finalement, c'est les grands groupes qui vont s'en emparer. Bah, non. Nous, on assume de dire qu'on fait une loi qui encadre et que c'est, par exemple, l'économie sociale et solidaire, les formes associatives qui sont privilégiées dans un cadre donné par l'État, je l'ai fixé tout à l'heure en termes d'autorisation de licence, mais qui sont favorisées dans ce commerce et non pas le fait de laisser justement aux grands groupes le fait de s'en emparer. Bon. Et à partir de là, bah oui, ça passe par une amnistie de toutes les petites mains qui ne sont pas liées évidemment à des violences physiques, etc. Et ça passe par le fait de leur proposer une formation dans une filière adéquate, de façon à pouvoir en vivre s'ils veulent en vivre. Et moi, tout à l'heure, quelqu'un a dit, c'est elle est partie, je crois, la représentante de ASU, qui disait les gens, s'ils ont le choix et qu'ils préfèrent, ils choisiront la sécurité, etc. Moi, j'en suis convaincu. Donc moi, nous, on l'assume. Et de la même manière, dans la proposition de loi, on assume aussi
le fait que, par exemple, on cible les territoires où pourrait se développer cette production agricole, parce qu'on sait qu'il y a des territoires qui souffrent plus que d'autres des questions de redéploiement agricole, et qui serait nécessaire aussi justement de les aider dans le cadre d'une économie dès le départ agricole qui serait sans produits polluants, bio, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une feuille blanche qui nous permet de construire quelque chose, certes d'économie mixte, mais encadré par l'État et qui ne soit pas celui d'un capitalisme sauvage. Troisième chose, oui, coéducation systématique à l'école. J'y reviens, elle n'est pas aujourd'hui systématique à l'école. Et trop souvent, ça consiste entre un policier qui vient dans une classe expliquer que c'est mauvais. Ce n'est pas ça qui doit être fait. Au Portugal, ils ont systématiquement une politique, et ça passe pas forcément par le fait de dire que la drogue, ça passe par le fait de permettre aux jeunes d'exercer leur choix critique par rapport à un usage. Donc des fois, c'est par rapport à des choses qui sont des biais différents, mais c'est fait de manière systématique. Quatrième chose, sur la question du Portugal, j'y reviens, juste pour une chose. Ce qui se passe au Portugal, entendez bien, c'est décriminalisé. On ne considère pas que l'usage de drogue est quelque chose, entre guillemets, de normal. Donc quand vous êtes pris avec un certain volume de produits sur vous, dont on estime qu'il est pour votre usage et non pas pour le commerce, puisque là vous passez dans une autre catégorie qui est celui du trafic, vous passez devant une commission de dissuasion locale qui vous dit, qui va vous donner non pas justement, c'est là la différence, non pas vous n'allez pas être traité pénalement, mais on va vous dire par exemple d'aller voir un médecin. On va essayer de traiter le fait que vous êtes comme un malade, voilà, qu'on essaye de soigner. Alors selon le degré de gravité, ça va être un moment des recommandations, puis ça peut aller plus loin. Mais la grande différence, moi j'insiste là-dessus, c'est que c'est le ministère de la Santé qui est opérateur de toute la politique par rapport à l'usage des drogues. C'est ça la grande différence, c'est plus le ministère de l'Intérieur au niveau national et local. Et ça change profondément les choses, et ça je crois que c'est ça qui doit, à mon avis, orienter la chose. Bon, dernier point, c'est 5 plans, nous on prévoit 5 plans de pouvant être par personne pouvant être faire pousser chez soi, donc on estime que c'est ce qu'on autorise dans la loi. Et enfin, oui, il y aura le trafic continuera. On le dit, il y a du trafic qui continuera. Mais alors, il y a une idée fausse déjà. J'ai entendu dire oui, mais alors si on enlève le cannabis, c'est ce que souvent nous disent les détracteurs de cette histoire, si on enlève le cannabis, il va y avoir d'autres trafics qui vont prendre la place. Non, la consommation de cannabis n'est pas remplacée automatiquement comme ça par une consommation de drogue dure. Ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous ne transformez pas tout d'un coup vos consommateurs. Donc, on peut pas dire que un quartier qui vit de la consommation du cannabis, du jour au lendemain, il va vivre numériquement de la consommation d'autres drogues, premièrement. Et deuxièmement, et ben justement, sur le reste des trafics, ça nous permet d'embaucher au niveau de la justice, de la police, notamment des EPJ qui manquent cruellement dans les quartiers, au niveau des douaniers aussi, dont je rappelle que ils constatent qu'à peu près 95% des produits qui arrivent en France ne sont jamais contrôlés, faute de moyens douaniers, justement de remonter et de lutter efficacement sur ce qui restera du trafic. Je propose une autre série, on peut encore se permettre plusieurs interventions, madame qui commençait, et on conclura après. Merci. Sur le LSD. Ah, sur le LSD. Mais si, vous avez... Non, enfin, Marie a dit quelque chose sur le LSD, mais... Ah, parce que sur le LSD, Marie Debru a répondu, et juste une information récente, il y a un programme de recherche là qui vient d'être financé au mois de juillet sur la prise en compte de nouvelles thérapies qui prendraient en compte le LSD, et donc en fait il va y avoir des possibilités dans un cadre expérimental de recherche. Donc c'est quelque chose de nouveau. Oui, mais il y avait d'abord... Non ? Attendez. Ah. Merci. On parle de dépénaliser des problèmes des quartiers défavorisés, etc. Moi, j'ai vécu pendant une quinzaine d'années dans Seine-Saint-Denis, donc j'ai été tout à fait concernée, de près ou de loin d'ailleurs. Il y a un autre milieu qui m'embête un petit peu, moi. Je voudrais qu'on en parle un peu, c'est le début de la consommation de
de cannabis sur les lieux professionnels, notamment avec les apprentis. Ça, c'est un souci qu'on a rencontré justement dans la famille. Et en tant qu'ancienne CPE, j'ai suivi des élèves qui avaient été orientés dans différents secteurs et qui sont eux aussi, on pourrait dire, tombés là-dedans parce qu'ils ont été plus ou moins incités par déjà les travailleurs qui sont en place et qui, avec aussi des conditions de travail difficiles, des cadences difficiles, notamment dans la restauration ou même en conditions d'apprentissage, ils sont pas toujours, ils sont pas toujours protégés 24 heures sur 24 par rapport aux conditions de travail. Et notamment dans la restauration, il y a énormément de consommation de cannabis et même de drogues un peu plus fortes. Les jeunes sont particulièrement touchés. Et aussi dans certains milieux artistiques, je trouve que nos apprentis, dans les travaux publics aussi, c'est dangereux parce que bon, ils sont fatigués, ils travaillent beaucoup, ils sont jeunes, ils ont moins d'expérience, ils se fatiguent peut-être plus, ils ont moins de force, il faut bien qu'ils se mettent dans la peau du boulot. Et je trouve que ça fait quand même des ravages parce que moi j'en ai quand même 5 ou 6. Moi j'ai un gendre qui a depuis sa jeunesse fait ça et puis bon il est en train de sombrer là vraiment, il est soigné mais il sombre à 45 ans avec de la cocaïne, avec des choses comme ça. Il peut plus travailler quoi. Mais il a commencé comme ça aussi. Alors moi quand je vois les autres gamins et dans la famille ou dans la structure scolaire ou dans les CFA, ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai l'impression que ça fait partie ça fait presque partie de la formation professionnelle, quoi. Pour tenir, faut consommer. D'abord, moi je vais faire le monsieur après vous, parce que je dois faire de la parité. Pardon. Oui, bonjour, merci pour les interventions, c'était vraiment super. Puis merci pour tous des consommateurs aussi qui sont un peu victimes de cette loi injuste française de consommation de cannabis. Alors moi j'ai 2 petites questions. La première, j'étais il n'y a pas très longtemps au Free Party en tant qu'observateur des libertés à l'observation du maintien de l'ordre. Les Free Party, j'étais en observateur parce que c'est un lieu que je connais particulièrement. C'est un lieu d'usage de drogue quand même divers et variés qui se passe très très bien. Et tous les utilisateurs des Free Party sont pas des consommateurs de drogue, loin de là, hein. Mais il y en a et ça se passe très bien. Et grâce au travail de prévention, parce que dans beaucoup de Free Party on retrouve les flyers d'Assud d'ailleurs, hein, de prévention des risques. Et j'étais étonné parce que je l'avais déjà remarqué plusieurs fois d'une prise de plaques d'immatriculation systématique de sortie de Free Party. Et à ma connaissance, il n'y a pas de fichier de police autorisé de consommateurs potentiels de drogue. Et je m'étonne dans quel cadre est fait finalement ce fichier de toutes les immatriculations de gens qui sortent de Free Party. C'était ma première question. Et savoir si vous avez des infos là-dessus. Et deuxième, d'un point de vue bien plus rural et production, moi je suis issu de la département de la Mayenne, qui a pour caractéristique d'avoir jamais reçu un député insoumis depuis la création. on en reparlera. et en deuxième, d'avoir été une terre de production de chanvre pendant des siècles et des siècles. Et demain, effectivement, l'avidité capitalistique est telle que on voit bien dans ce qui se passe dans le monde que l'appétit sur le cannabis est très très grand. Et on a certainement aussi une action au sein de la France insoumise à faire pour aussi protéger aussi ce qui se passe pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut protéger les petits producteurs. Il va falloir et ça va être difficile avec des réglementations, des taux, des normes très très difficiles. Un peu comme pour nos fromagers, il y a un moment il va bien falloir quand même sauver des petites productions. Voilà. Ah oui, avec vous aussi. On peut faire encore 4-5 interventions. Après, on est obligé de conclure, nous.
Merci, bonjour à tous, je suis Elisa, je viens de Grenoble, je vais aller fort rapidement. Salut Eric, simplement pour vous dire que pendant une année, donc Grenoble est une ville qui est très dense, elle est sur peu de kilomètres carrés, vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela en guise d'introduction. Donc pendant une année complète, j'ai analysé ce qu'on appelle les mains courantes de la police. Donc les mains courantes de la police, c'est ce qui décrit l'activité de la police, en l'occurrence pendant une journée. J'ai pu consulter des réunions qui s'appellent les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est des cadres dans lesquels il y a un certain nombre d'acteurs et de partenaires qui discutent. Grenoble, malgré sa petite taille, est découpée en 6 secteurs. Donc j'ai pu consulter sur ce qu'il se passait là-dessus pendant une année et l'ensemble des plaintes des habitants. D'accord ? Donc du coup, ça a donné des adresses, j'ai bien dit des adresses, qui clignotaient toute l'année. C'est-à-dire où il y avait du trouble à l'ordre public. Je vais y revenir dans un instant de diverses natures. Et je me suis amusée, parce que sans doute j'ai que ça à faire, à mettre des gommettes sur un certain nombre d'adresses. D'accord ? J'ai mis une gommette sur 62 adresses. 62 adresses. Vous mesurez ? D'accord ? Donc ça, c'est pour dire l'ampleur, en vérité, du phénomène lui-même, qui n'est lié qu'à une seule chose, l'existence d'un marché. Ça nous a été dit, et bien évidemment, c'est l'existence d'une grande clientèle, d'un grand marché qui existe cela, qui explique cela et qui explique mes 62 gommettes. Je parlais à l'instant de troubles à l'ordre public, ça a été dit, hein, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de dégâts collatéraux, outre la question sanitaire que la prohibition elle-même empêche de traiter. Donc les dégâts collatéraux, c'est la privatisation des montées d'immeubles, la pression violente très forte qui est mise sur le petit chouf, nous chez nous on dit chouf, c'est-à-dire celui qui surveille, qui n'a pas vu les flics et qui va s'en prendre 1, 2, 3, 4, 5 vraiment bonnes et que vous allez retrouver dans un état absolument terrible. C'est la pression qui est mise sur les familles qui ont des petits garçons dont on sent qu'ils sont quand même pas trop bêtes et suffisamment malins et qu'ils auraient un rôle à jouer dans le trafic. Hein. Ça, c'est, je crois, le deuxième élément qui est impérativement à prendre en compte. Et tout ça, ça laisse à penser évidemment qu'il y a un enjeu de régulation, évidemment de levée de la prohibition, de légalisation. Et troisième élément, que je veux évoquer, parce que je crois même entre nous, on sent bien qu'il y a encore besoin de dévoiler un certain nombre de réalités. Je me dépêche. Et à Marseille, ils ont mis la main sur une comptabilité qui était très précise. Il y avait un gars qui tenait un point de stup et qui disait, voilà, je donne tant à Bébert pour faire le chouf, je donne tant à Titine pour garder le stup chez elle, etc., etc., etc. Et c'est pas vrai, hein, c'est même pas, entre guillemets, même pas 100 balles par jour hein, qu'ils ont les guetteurs. C'est plutôt 30 ou 40 balles. Hein. Et ce qu'ils ont mis à jour, c'est que c'était 60 familles à l'échelle d'un quartier de, je crois, 7-8 000 habitants qui étaient concernés. Hein. Donc ça permet quand même un peu de dégonfler le ballon. Voilà, je m'autorise juste ces 3 remarques pour dire qu'il y a encore des enjeux de dévoilement, bien qu'il y ait un travail absolument formidable hein, qui soit fait par chacun d'entre vous et par Eric, parce que faut avoir un certain courage politique quand même pour porter tout ça. Donc juste pour dire qu'il y a encore des enjeux de dévoilement sur le sujet, et pour ajouter juste une chose, c'est impératif. Il faut absolument prendre en compte la situation des jeunes gens qui sont dans ce système, leur proposer des alternatives, c'est vrai, mais aussi leur proposer, dans un système où tout ça est régulé, légal, etc., d'avoir leur place, d'autant plus que, comme ça a été dit, ils ont acquis beaucoup de compétences. Voilà. Pardon de la longueur de mon intervention. Elisa Martin est première adjointe à la mairie de Grenoble, hein, parti de gauche. Merci. Je me lève parce que j'aime bien regarder les gens aussi un peu. Alors, Eric, tu as soulevé quelques questions autour, et depuis tout à l'heure, c'est un peu ce qu'on soulève sur la typologie, les représentations qu'on a. On parle de hall d'immeubles depuis tout à l'heure. Il y a un tas d'autres halls d'immeubles, alors qu'ils ne sont pas avec des choufs. Mais par contre, il y a une livraison Uber très active. Je ne vais pas rejoindre ce qui a été palabré là par Darmanoche là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Par ailleurs, on parle de trafic. Le commerce à l'origine est un trafic.
les premiers importateurs de produits psychoactifs, je pense aux Pays-Bas, à l'Angleterre, à la France, les comptoirs d'opium, c'est nous. Rendre des gens usagers de produits psychoactifs en Asie, c'est nous. Donc on se sert aussi de ça pour construire une politique, je dirais, de justice répressive. Hein. Quand je dis de justice répressive, je pense plus aux flics qu'aux juges. Par ailleurs, il y a cette idée que on parle de dollars. Hein. Tout le monde connaît un peu le mot. On parle de pétrodollars. On parle de narcodollars. Hein. Tiens. On parle de milliards, on ne parle pas de quelques euros qu'on distribue dans les familles, hein. Non, on parle de milliards. Hein. Quand un président français comme Nicolas, je ne sais plus quoi, est élu, la première visite officielle qu'il fait, c'est au Maroc, tiens, qui nous achète un TGV. Oh, bon, quand l'État, et je termine rapidement, parle d'éradiquer, on parle bien de couper les racines, quand on parle d'éradiquer. Quand on veut couper les racines de quelque chose, on commence par le faire soi-même, enfin directement. Or, où sont les racines vraiment de ce problème? Elles ne sont pas dans les cités, tu as raison Eric. Elles sont là où se produit le plus de ces milliards et des intérêts géopolitiques et des enjeux qui sont liés à tout ça. Donc là, voilà, si l'État voulait réellement couper les racines à tous ces trafics, il commencerait par se couper les pattes. Qui? Ah, pardon. Oui, alors, comme ça va. Et après, c'est vous. Oui, excusez-moi. C'est un monsieur depuis tout à l'heure qui veut parler. Oui, monsieur vient de me faire une transition parce que je voulais ramener ça justement à la politique de La République En Marche. Et je ne sais pas si vous avez la même analyse que moi, mais on a l'impression qu'au début du quinquennat, Macron était plutôt à parler un peu de libéralisation et que là, on a au contraire une aggravation de tout ça, qui me paraît être le cynisme absolu de Darmanin et une volonté de stigmatiser, de harceler et de continuer la stigmatisation d'apparence raciale avec cet élément qui est absolument, enfin je veux dire, qui permet tout justement, qui permet toutes les répressions. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites? Allez, encore 2 interventions et on conclut. On pourra pas aller. On est désolé pour tout le monde, mais il pourrait pas y avoir tout le monde. Ah, vous êtes mal placé là-bas. Ouais. Bonjour. Il y en aura une par là-bas alors. Ouais. Ouais, bonjour. J'ai une toute petite question à Ariel Imi. Bon, quelle serait la différence? Quelle est la différence au niveau de la justice entre légaliser, décriminaliser et dépénaliser? Non? Elle est dans le coin là-bas. Ouais. Normalement, il faut une femme. Hein. Là, ouais. Alors, il faut une femme. Ouais. Là. Tiens, là, t'en as. Ah, voilà. Vous? Allez, c'est la dernière intervention. Désolé, mais... Bonjour, Pascal de La Rochelle. J'ai accompagné pendant plusieurs années des jeunes prêts à être majeurs, donc entre 16 et 18 ans, qui avaient des condamnations au-dessus de la tête et qui n'iraient pas en prison s'ils faisaient une formation ou allaient en apprentissage. Et ce qu'ils me disaient, c'est dis donc, tu nous fais pas rêver, hein, parce que 800 balles, moi j'ai 2000. Alors je vais aller en apprentissage parce que sinon je vais en tôle, mais sinon je continue mon trafic parce que sinon j'ai pas de quoi bouffer. Alors déjà une chose, augmenter un peu la rémunération des apprentis, parce que ça c'est une catastrophe. Et la deuxième chose, je vois dans mon quartier où j'habite à La Rochelle, j'habite à Mireuil, qui est un quartier populaire, et moi j'étais dans le morceau plus tranquille, soi-disant. Et cet été, il y a eu très très peu d'emplois dans les petits emplois de service, on va dire. Et énormément de jeunes se sont retrouvés dehors à rien faire. Les tout petits vendeurs se sont multipliés et évidemment les grosses bagarres parce qu'il y avait quelques dealers installés. Et ça, ce sont des choses à regarder de très près.
On va prendre l'ordre inverse de l'introduction, à part que je conclurai quand même. Donc Arié, je te propose de commencer et on va faire des conclusions courtes pour essayer de respecter l'horaire. Juste pour répondre à votre question, la dépénalisation, c'est de dire qu'il n'y a plus d'incrimination pénale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de texte qui va sanctionner pénalement l'usage, la cession, le transport, l'acquisition de produits stupéfiants. Et on laisse en l'état. La légalisation, ça veut dire qu'il va y avoir un texte de loi qui va accompagner cette dépénalisation, et qui va, par exemple, instituer des monopoles de vente, par exemple à l'État, comme c'était le cas pour la CEITA, pour le tabac. Et il y a plein de types de légalisation. Ça peut être un accompagnement en termes de prévention, ça peut être un accompagnement, l'organisation de monopole ou l'organisation de la vente. Voilà, ça c'est la légalisation. Et la décriminalisation, c'est l'équivalent de la dépénalisation, mais pour tout ce qui est criminel, parce qu'il y a les délits qui sont inférieurs à 10 ans d'emprisonnement et les crimes supérieurs à 10 ans d'emprisonnement pour le trafic de stupéfiants international et pour la criminalité organisée. Dernier point pour conclure, moi j'ai quand même une inquiétude, mais là peut-être en tant que père de famille, et on arrive à un moment ou à un autre où on s'inquiète de ses enfants, et j'ai vu de plus en plus, notamment pendant l'état d'urgence sanitaire, de collégiens, de lycéens, peut-être que ça a toujours été le cas, mais peut-être que je m'en suis jamais aperçu parce que maintenant j'ai des enfants, je sais pas, mais qui utilisent de plus en plus de tout type de drogue. Ça s'accompagne également de dépression, de tentatives de suicide, et j'ai cette impression, en tout cas j'ai cette impression, et je suis inquiet par rapport justement à l'absence de prise de législation, soit de légalisation, soit de dépénalisation, avec une politique de prévention importante, parce que peut-être qu'on éviterait des dégâts très importants dans la jeunesse s'il y avait cette prise en considération et qu'on en finisse avec une hypocrisie terrifiante. Moi, je voulais répondre à Madame aussi sur la question de drogue et travail, parce que c'est un sujet important. Et donc, il y a des études sociologiques qui ont été menées sur ce sujet et qui mettent en évidence que c'est souvent les conditions de travail et donc le système capitalistique qui donne lieu effectivement à des cadences importantes et donc qui amènent les personnes à consommer, alors que le droit du travail, lui, est centré uniquement sur la responsabilité des individus et très peu sur la responsabilité des employeurs et des entreprises sur ces questions-là. Sinon, pour conclure, moi je pense que l'idée qui est importante à retenir, c'est que quand on légalise ou quand on décriminalise, comme au Portugal, c'est pas n'importe quoi ensuite qui est fait, contrairement à ce que peuvent nous dire les politiques, parce qu'au Portugal l'interdit il est toujours là, et donc le trafic il est toujours réprimé, mais par contre, contrairement à ce qui se passe en France, ce ne sont pas les usagers qui sont l'objet de la répression, ce sont plutôt les trafiquants, et pour les personnes qui consomment et pour la société dans son ensemble, on voit une amélioration. Donc il faut sortir de cette idée que légaliser ou décriminaliser, ça veut dire ne pas porter d'intérêt aux dommages liés aux produits. Ça veut dire que c'est pris en compte de manière sérieuse par les gouvernements qui choisissent de légaliser ou de décriminaliser, mais en abandonnant effectivement une approche centrée sur la répression qui, elle, n'a que des effets négatifs à la fois pour les individus qui consomment et également pour la société dans son ensemble. Oui. Merci pour donc les questions étaient diverses, mais en tout cas moi je voudrais focaliser sur l'importance de l'environnement de vie favorable, parce que c'est ce qui a été dit par rapport au travail, et même ce qu'on voit par rapport effectivement à la crise du Covid, c'est l'isolement social, le manque d'interaction, et donc c'est les questions de santé mentale et de bien-être globalement, et effectivement c'est un élément clé, et si on ne
prévient pas assez ou ce ne favorise pas suffisamment justement ce bien-être global, effectivement, les personnes auront plus tendance à consommer, auront plus tendance à perdre le contrôle de leur consommation et avoir des pratiques à risque. Donc effectivement, on reste toujours sur l'importance d'avoir une promotion de la santé et d'avoir la santé au centre de nos politiques publiques. Et puis je dirais effectivement juste ce que d'ailleurs on a fait une communication très dernièrement suite aux propos de Gérald Darmanin, c'est qu'effectivement prohiber, ce n'est pas contrôler, contrairement à ce qui est dit. Légaliser, ce n'est pas libéraliser. Et réguler, voilà, c'est être responsable, justement, et prendre soin c'est justement à l'État, c'est de sa responsabilité, de réguler, d'assurer, d'accompagner des comportements à risque. Ils le sont, effectivement. Mais ça, la vie est faite de risques, donc, l'idée, c'est de faire comme ça peut être le mieux possible, mais pas d'enfoncer des personnes, notamment celles qui seraient les plus en difficulté. Merci beaucoup. Alors, ça va peut-être vous sembler un peu répétitif, mais pour conclure, moi je dirais qu'effectivement, voilà, il faut garder en tête qu'il y a cette expression qui a été employée plusieurs fois, la réduction des risques. Légaliser ou dépénaliser sont finalement des mesures en fait qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la réduction des risques. Légaliser, c'est fournir un cadre à une situation qui aujourd'hui n'en bénéficie absolument pas, et c'est permettre effectivement de mettre en place des programmes de prévention et de traiter les addictions d'une manière qui est inenvisageable sous un cadre prohibitionniste. Comme le disait très justement Marie au début, des personnes qui sont sous le coup d'addiction aujourd'hui sont considérées par la société comme des délinquantes. Donc forcément, elles vont avoir du mal à se tourner vers les structures appropriées et à traiter leurs addictions avant qu'elles prennent le pas complètement sur leur vie. Donc gardez bien ça en tête. Légaliser ou dépénaliser à nouveau, ce sont des mesures de réduction des risques, et même si on n'a pas forcément autant parlé qu'il le fallait des aspects sanitaires, c'est des questions qui sont véritablement dans la tête de tous ceux qui œuvrent en faveur d'un changement de politique en la matière. Merci. Je vais dire quelques mots en conclusion. Donc vous avez compris que j'avais placé cette réunion, enfin cette conférence notamment sur la réponse à Monsieur Darmanin pour lui dire que nous sommes sérieux justement, nous envisageons sérieusement les choses. Ce qui n'est pas sérieux, c'est une politique qui fait semblant. Voilà. D'abord qui fait semblant alors même que cette politique, c'est très bien que c'est pas vrai. On n'éradiquera pas la consommation de stupéfiants dans ce pays. Voilà. Et qu'à partir de là, à partir du moment où on part de ce principe-là, eh bien, avoir une politique qui ne vise que la répression de cette consommation est évidemment délétère. Et que ce qui n'est pas moral, c'est par exemple de faire en sorte que on estime que une des manières de maîtriser la consommation et le trafic de drogue, c'est à travers des amendes que j'estime être une sorte de TVA sur la consommation, qui sont distribuées, où Monsieur Darmanin se vante d'avoir fait 70 000 amendes depuis le début de sa création, alors qu'il y a simplement, rien que pour le cannabis, 900 000 consommateurs jour de cannabis dans ce pays. Et si j'avais une anecdote qui montre, je veux dire, le caractère indécent de cette politique, et quand je vous dis ça, je pense par exemple à tous les habitants des quartiers de ma circonscription, qui viennent me voir, à qui Monsieur Darmanin, parce qu'il est venu dans ma circonscription à nombreuses reprises, Saint-Denis, Saint-Ouen, en train de dire, avec moi, vous allez voir, ça va changer. Donc leur vie n'a absolument pas changé, elle est toujours aussi pourrie, et Monsieur Darmanin est venu il y a pas longtemps justement à Saint-Denis, nous expliquer combien ces amendes distribuées soi-disant à hauteur de 5 000 en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, le budget du trafic de drogue, c'est la moitié du budget départemental de la Seine-Saint-Denis, juste pour se dire ça. Nous expliquer que c'est ça qui va affaiblir. Moi, je pense à ce moment-là à quelqu'un que j'ai vu juste quelques temps après. Il y avait des flics qui ont accueilli le Premier ministre, puis je suis resté avec eux après. J'ai dit, moi, je suis pour la légalisation. Il dit, ah, c'est intéressant. Nous, on pense que c'est la bonne solution. C'était 4 flics. Ils avaient décidé, en gros, de eux-mêmes refaire une espèce de police de proximité. Ils restaient dans leur quartier, et puis ils essayaient, tant bien que faire, de limiter les choses. Et puis, tout d'un coup, les flics me disent, mais il paraît que bientôt des amendes vont arriver. Ce qui veut dire par là que Monsieur Darmanin venait de nous expliquer que les amendes, depuis 6 mois, étaient l'alpha et oméga de leur politique, et que les flics qui étaient au contact de cette histoire ne savaient même pas encore qu'il y avait les amendes. Donc,
Monsieur Darmanin n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux vis-à-vis de cette politique. Ça, c'est une première chose à dire. Et que nous, justement, nous envisageons de manière sérieuse la chose pour lutter contre le capitalisme, l'exploitation capitaliste la plus sauvage, et c'est quand même notre marque de fabrique, de la question du commerce, du commerce des stupéfiants. C'est la première chose que je voulais dire. Pour répondre à la question, est-ce qu'on attend la 6e République? Je crois qu'il est parti, mais je voudrais répondre. J'ai l'espoir que non. Voilà, j'ai l'espoir que non, et ça répondra aussi à la question que vous me posiez, parce qu'il se trouve quand même, je l'ai dit, et ça c'est un petit lueur d'espoir, c'est que même à En Marche, je pense par exemple à Caroline Janvier, qui était rapporteure de la mission Cannabis. Caroline a rapporté cette mission, elle a vu ma proposition de loi, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, ça m'intéresse, revoyons-nous en septembre, et essayons de savoir comment on pourrait inscrire cette proposition de loi dans une niche, par exemple celle de France Insoumise, peut-être pas pour la faire passer, mais pour la faire avancer telle que ça devienne après une évidence. Donc j'ai quand même l'espoir que sur ce sujet-là, les choses soient tellement évidentes et le bilan de différents gouvernements en matière de répression tellement catastrophique qu'on arrive à faire avancer assez vite le sujet. Voilà, peut-être je me trompe, mais je crois quand même que, ne serait-ce que pour une bonne chose, parce que Darmanin a beau nous dire, ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas un pays qui est venu sur cette politique qui est revenu en arrière. C'est ça qui est marquant. Il n'y en a pas un. Ils ont amélioré les choses au fur et à mesure, mais il n'y en a pas un qui est revenu en arrière. Donc moi, je crois qu'il y a une lueur d'espoir, et qu'en tout cas, il nous semble intéressant, évidemment, de porter ça dans notre programme, vous l'avez compris. Et moi, il me semble intéressant d'aller plus loin sur certains autres aspects, et c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, on vous remercie. Ariel Halimi est en retard, mais il va filer à la librairie notre temps pour la signature de son excellent livre sur la question notamment des libertés. Donc je vous incite à aller acheter son livre, il est très bien. Moi, il me l'a offert, mais bon, il va vous le vendre, je pense. Merci à tous et merci à mes invités d'être venus.